60 000 ASEM, il y en a près de 80% qui sont au premier grade tout au long de leur carrière. Donc pas d'évolution de carrière. Donc le rapport vise à créer des conditions pour que les ASEM puissent accéder au deuxième grade. Mais il y a aussi ce problème de est-ce qu'on est ASEM en catégorie C toute sa vie? Lorsqu'on a développé des compétences en méthodologie de projet, en coordination d'équipe, aussi en pédagogie, et donc le rapport préconise qu'il y ait une évolution de carrière en catégorie B pour les ASEM, soit dans la filière animation pour être animatrice territoriale, soit dans la filière technique en étant agent de maîtrise. Et ces deux propositions du rapport sont aujourd'hui prises en compte par le gouvernement et devraient aboutir à la sortie de décret présenté au Conseil supérieur au mois d'octobre pour faire évoluer les missions, pour leur permettre d'avoir un vrai déroulement de carrière dans leur et pour reconnaître la pénibilité également. Alors sur la question de la pénibilité, il y a un vrai débat avec l'AMF en ce moment, puisque le gouvernement proposerait une sorte de charte ou de protocole avec l'Éducation nationale et l'AMF visant à couvrir un certain nombre d'aspects qui sont différents en fonction du type de collectivité. Dedans, il y a la question de la pénibilité, il y a la question de l'encadrement, du nombre d'ASEM par classe, voilà, en sachant que, de manière unanime, l'ensemble des organisations syndicales qui siègent au Conseil supérieur veulent une ASEM par classe, enfin, sauf la CFDT, mais qui part sur le principe que si on veut que la politique publique de l'éducation reste centrale dans les collectivités, eh bien, il faut y mettre du personnel conjointement avec l'éducation nationale pour que ça profite la maternelle aux enfants, et donc, comme c'est les citoyens de demain, ça profite aux apprentissages et à la construction individuelle de chacun. Voilà ce que je peux dire, et après je répondrai aux questions si nécessaire. Ah oui, pour terminer, donc les deux ministres, actuellement M. Blanquet et M. Darmanin, ont décidé de publier le rapport de l'inspection générale de l'éducation nationale. Ils risquent de faire une communication dans les prochaines semaines, et donc il y aura probablement une expression syndicale autour de ce rapport. On espère que ça ira dans le bon sens. Bien, bonjour, donc juste pour resituer Ivry, qui est une ville du Val-de-Marne, on est 60 000 habitants et on a à peu près sur le territoire une quinzaine ou entre 15 et 18 écoles maternelles, ça me revient plus là sur le moment, dans lesquelles nous pour le coup, et ça me permet de resituer l'état aujourd'hui des collectivités locales, on a une ATSEM ou un ATSEM, parce qu'il y a aussi des garçons, par classe de petite section et de toute petite section, et on a malheureusement un ATSEM pour deux classes pour les moyennes sections et les grandes sections, avec une organisation interne à chaque école, et on est confronté, comme ça a été rappelé, à la question de la multitude des missions qui sont données aux ATSEM, avec des temps sur le temps scolaire, des temps généraux sur l'entretien des écoles et la remise en état du matériel pédagogique, et des temps sur l'accompagnement de la prise de repas. Et en tant que maire, je suis très sensible à ce qui a été dit sur les deux sujets, la pénibilité et l'enfermement dans un cadre d'emploi qui permet aucune évolution. Et croyez bien que pour les gestionnaires que sont les maires, malgré tout, dans une ville comme la nôtre, on a 1800 employés communaux, et la question de la gestion prévisionnelle des emplois et des carrières, pour permettre à chaque agent, quelle que soit sa fonction, d'avoir une perspective qui est une source de motivation professionnelle et de bien-être au travail, les statuts tels qu'ils sont aujourd'hui, et ça a très bien été décrit, ne répondent pas à ce besoin-là. Donc il y a besoin réellement d'une évolution, et les pistes d'aller vers des grades d'agents de maîtrise ou d'aller vers l'animation territoriale sont des bonnes pistes, même si je pense que le travail auprès des jeunes enfants, qu'on soit ATSEM ou qu'on soit animateur territorial, finit par user. Et finit par d'autant plus user que les droits à la retraite sont en train de reculer en termes de génération, que ça pose quand même un vrai problème politique sur lequel il faut qu'on agisse ensemble sur ces sujets-là. Le deuxième élément, les collectivités locales aujourd'hui, il faut avoir en tête qu'on est en train de les massacrer. On est en train de les massacrer avec deux armes.
l'arme institutionnelle avec les regroupements de communes en province, les communautés de communes qui deviennent des lieux de plus en plus vastes au plan territorial. Et pour l'Île-de-France, c'est la création de la métropole du Grand Paris qui va absorber toutes les compétences stratégiques des communes et qui va laisser aux maires finalement peut-être les compétences à caractère social, dont celle du lien à l'éducation nationale, de l'éducation, etc. Et on a quand même un problème qui découle de ça, c'est qu'on fait poser sur les maires et sur les collectivités locales aujourd'hui, dans un moment où on nous a supprimé une part importante des dotations de l'État, puisqu'après tout cette gestion des temps périscolaires, cette mise en œuvre de projets éducatifs locaux sur le temps scolaire avec les ATSEM qui effectivement travaillent sur le temps scolaire, c'est des choses qui sont issues des lois de décentralisation pour lesquelles on nous avait donné des moyens au travers de la DGF, et ces moyens aujourd'hui on nous les a retirés, et il y a une inégalité nationale en fonction des tailles des communes et de leur richesse sur ce qui peut être mis dans toutes les politiques publiques et notamment sur celle de l'éducation. Et assez souvent les maires se retrouvent le dos au mur avec des exigences et des besoins qui s'expriment et qui sont la plupart du temps légitimes, mais avec un manque de moyens pour y répondre de manière considérable. Et dernier mot que je dirais, c'est sur la réforme des rythmes scolaires. Ça a été évoqué, ça a considérablement modifié les contenus professionnels, le travail, etc. Et on a joué au yo-yo depuis quelques années, à la fois avec le temps de travail des agents, puisque tout ça a des impacts directs et importants, et à la fois avec le bien-être des enfants à l'école, parce que modifier les rythmes, là si on suit ces dernières années, par exemple à Ivry, ça fera 3 temps différents. Nous on a résisté, on avait mis la 4e demi-journée le samedi matin. On s'est pas fait que des copains chez les parents d'élèves. On a fait un référendum au bout de 2 ans d'expérimentation. 51% des enseignants de la ville, on avait fait en 3 collèges, parents, personnel communaux travaillant dans les écoles et éducation nationale, enseignants, 51% des enseignants avaient opté pour le maintien du samedi matin. On a cédé parce que les autres catégories, y compris les employés communaux, avaient dit non, on veut revenir sur le mercredi matin. Donc on est passé au mercredi matin pour la 4e demi-journée et demie, avec des difficultés d'organisation sur les temps extrascolaires du mercredi, où on avait une journée complète pour organiser un temps d'accueil éducatif de qualité avec les animateurs territoriaux, et organiser ça sur une demi-journée, c'est beaucoup moins facile. On a des extramuros qu'on utilisait dans la forêt de Fontainebleau pour emmener les enfants sur des journées, etc. Donc ça nous a obligés à revoir toutes nos orgas, et là on vient de redonner aux maires la possibilité de remodifier une nouvelle fois l'organisation des rythmes scolaires avec toutes les conséquences qui en découlent sur les organisations du service public, etc. Et vers qui on se retourne? Pas vers le ministre de l'Éducation nationale pour exiger un cadre national, puisque quand même c'est l'éducation nationale et on disait les citoyens de demain, ça peut pas être chaque maire qui, en fonction de ses moyens ou en fonction de ses visions idéologiques aussi parfois, doit organiser des temps et du travail d'agents aussi important dans la dynamique éducative. Il faut qu'on ait un cadre national auquel se référer, et après il faut aussi qu'on agisse ensemble pour des moyens supplémentaires. Et dernier mot, c'est sur ce que vous avez dit et que je partage totalement, sur la spécificité des ATSEM et sur ce double encadrement, on va dire comme ça, le territorial d'un côté avec la ligne hiérarchique habituelle et l'éducation nationale sur le temps de présence en classe. Là aussi, il y a quelque chose à travailler dans le cadre des projets éducatifs de territoire, d'ailleurs pour regarder les choses et pour faire en sorte que les agents ne se sentent pas pris en étau entre 2 logiques différentes, souvent par essence et par nature. Nous, on l'a réglé en organisant
une présence hiérarchique sur chaque site scolaire pour avoir ce lien permanent avec la hiérarchie de l'éducation nationale et travailler ensemble les fiches de poste, les missions et éclaircir en permanence tout ça, que les agents communaux ne se sentent pas seuls au milieu du décor et soumis à des injonctions qui peuvent parfois être contradictoires et qui sont source de mal-être au travail. Et ça, c'est des choses où on arrive à être innovant et inventif dans le partenariat, je dirais, avec l'éducation nationale, mais c'est pas toujours possible selon les inspecteurs de circonscription, les IEN qu'on a sur le territoire, selon aussi la réorganisation de l'éducation nationale, où les bons interlocuteurs sont situés souvent à un niveau hiérarchique très élevé et très éloigné du territoire. Ça, c'est le cas beaucoup en province. Dans les grandes villes, on a ce qu'il faut, je dirais, mais voilà, mais quelques problématiques. Bon, alors moi je vais vous parler de cette enquête qui a été menée, qui a commencé dans le territoire du Haut-Rhin il y a quelques années, en 91 je crois, et qui s'est finalisée par en 2012 un questionnaire qui a été envoyé à toutes les écoles. Suite aux réponses massives, ce questionnaire, on en a fait une analyse et la fédération nous a demandé de le faire au niveau national. Au niveau national, on va dire plus de 3000 questionnaires sont revenus à la Fédération des services publics, avec sur environ 60 territoires, 60 départements. Alors quand je dis 3000 questionnaires, c'est souvent elles l'ont rempli à plusieurs par école. Le retour de ces questionnaires, c'est le plus flagrant, c'est des diversités étonnantes sur les missions qu'elles doivent accomplir, parce qu'il y a encore des ASAM qui vont faire les courses pour les maîtresses, chose qui arrive encore, malheureux à dire, mais voilà. Il y a des choses phénoménales, et ce qui ressort le plus, c'est de gros problèmes, ce qu'on disait tout à l'heure au niveau de la santé. Quelques exemples, puisque nous on les a analysés. 62% des ASEM ont des problèmes cervicales, 55% ont des problèmes de bras, 9% ont des problèmes de cheville, 30% des problèmes de coude, 58% ont des problèmes d'épaule, 91% ont des problèmes de dos, 45% ont des problèmes au niveau des poignets, 28% au niveau des genoux et 17% au niveau des hanches et des cuisses. Ce qu'on n'a pas analysé et ce qui ressort dans ce questionnaire aussi, c'est le stress, le bruit lié à la pénibilité du travail auprès des petits. Et pour être en lien direct avec un grand nombre d'ASEM en France, là, pour cette rentrée, ce qui ressort énormément, c'est la scolarisation des très petites sections sans aucune préparation, avec beaucoup de parents qui emmènent les enfants à l'école avec les couches le matin. Donc c'est une catastrophe, c'est un retour là qui est en train de se faire, qui est terrible. Au bout de 15 jours, elles sont déjà épuisées. En plus des pleurs, elles se retrouvent avec les couches et ça devient terrible. Voilà. Après, ce qu'on peut dire aussi, et ce qu'il ne faut surtout pas oublier, c'est que là on a parlé de grandes villes, mais un peu partout nous avons des petites collectivités. Moi je suis issue d'une petite collectivité de 2000 habitants, 3 classes maternelles, 3 ASEM jusqu'à présent. Mais avec ces changements de rythme et tout ça, on se retrouve, mes collègues qui se retrouvent à devoir faire du ménage puisque l'emploi aidé, elle n'est pas reconduit. Et à qui on demande aux ASEM d'augmenter leur temps de travail puisque culturellement dans l'Est, elles ne sont pas à temps plein. C'est culturel, hein, il n'y en a aucune qui sont à temps plein. Alors que dans le sud de la France, elles sont à temps plein, elles font des péris, des cantines, etc. Ce qui fait que ça pose aussi un problème pour la retraite, puisque ces agents-là devront attendre la décote, 67 ans, alors qu'elles auront travaillé toute leur vie à du temps non complet, non choisi. Voilà, puisqu'il n'existe pas de poste à temps plein. Une problématique supplémentaire. Pour avoir discuté avec des inspectrices sur notre département,
L'évolution des ASEM, c'est quelque chose qui ressort aussi au niveau de l'éducation nationale, l'évolution de leur mission sur des pédagogiques, etc. Et c'est d'ailleurs des demandes aussi de la part des inspecteurs, puisqu'on passe à des classes décloisonnées. Hein. Donc décloisonné, ça veut dire un adulte dans l'école qui gère un groupe d'enfants. Ce qui veut dire qu'il faut que ce soit des personnes en capacité de gérer un groupe d'enfants, de faire un atelier pédagogique et pas seulement de la lecture, ou un atelier d'art plat, parce que c'est plus j'ouvre mon pot de peinture, je frappe le pinceau et je dessine. Hein. Derrière, il y a un objectif. Voilà. Donc, il va falloir se battre, à mon avis, pour l'embauche statutaire. Surtout avec la grande ouverture de cette très petite section, hein, puisqu'ils enlèvent les ASEM dans les autres classes. Les classes augmentent. Hein, on est plus à du 30, 32, même 34, Catherine 35 l'année dernière, hein, dans une classe de petits moyens. Voilà. Il va falloir se battre. Alors, comme vous le savez tous, le contexte politique aujourd'hui, il est extrêmement tendu et les moyens qui sont alloués à l'école sont de plus en plus diminués, de plus en plus inquiétants. Aujourd'hui, on peut se poser la question, vous avez tous appris la fin des contrats aidés, c'est des milliers d'emplois de milliers de collègues qui n'ont pas pu reprendre leur poste en septembre, qui ont laissé sur le carreau les élèves, les enseignants. Certaines écoles n'ont pas pu ouvrir. On a parlé énormément de l'outre-mer, mais il faut savoir que sur notre territoire, ici à la métropole, ça a été à l'identique. Ils ont tous été pris au dépourvu coincés entre la suppression de ces emplois, de ces contrats aidés, la suppression ou plutôt la possibilité de revenir sur des semaines de 4 jours. Il faut savoir que je pense qu'on peut aller jusqu'à parler de maltraitance institutionnelle sur certaines communes lorsque ces agents-là, titulaires ayant leur statut à part entière, n'ont pas été ni même concertés et ont appris leur organisation qui a chamboulé toute leur organisation de vie au 1er septembre. Aujourd'hui, face à ce constat-là, on a vu également cet été, j'allais oublier, alors certains étaient en vacances, d'autres pas, au gouvernement, Madame Chapia, qui est la secrétaire chargée à l'égalité femmes-hommes, a pris la parole à l'Assemblée nationale pour faire une proposition qui lui semblait des plus innovantes, à savoir à qui considérait comme titulaire, qui pourrait obtenir un CAP de petite enfance sans passer par la case formation. Elle a été sur l'autoroute qui était ouverte et elle propose que chaque parent qui a eu des enfants et ces parents-là qui ne retrouvent pas d'emploi ou qui n'ont jamais eu d'emploi soient titulaires du CAP petite enfance. Un constat édifiant, horrifiant, ne sont pas des professionnels lorsqu'on s'occupe de ses propres enfants. Bon, la CGT n'a pas manqué de lui répondre. Au passage, on lui a proposé aussi de faire des équivalents sur des CAP de cuisine, parce que vous savez bien, il faut, quand on a les enfants, il faut s'organiser au niveau de la cuisine, sur le ménage également, sur la gestion également des finances, parce qu'elle parlait des parents les plus précaires. Donc nous, on propose également qu'il y ait un CAP de comptabilité qui soit offert. Voilà. Donc face à cette dynamique-là qui ne met ni les personnels enseignants ni les personnels territoriaux et encore moins les parents d'élèves en confiance, quelles pourraient être aujourd'hui les propositions, les organisations innovantes pour, avec ce constat-là, avec les moyens-là et les restrictions budgétaires dont on a parlé, comment nous, en tant que citoyens, en tant qu'élus, en tant que professionnels, on peut permettre à l'école de fonctionner au mieux pour que la dimension éducative soit bien réelle et que le bien-être des enfants dans nos écoles soit maintenu. On parle aujourd'hui d'une fracture sociale, sachant que ces enfants-là sont nos citoyens de demain. Donc qu'est-ce que nous, en tant qu'adultes aujourd'hui, nous pouvons leur offrir pour que plus tard, ils puissent être sur une construction qui a été sereine et des adultes qui sont équilibrés et non seulement en conscience. Donc je vais peut-être laisser chacun illustrer des façons de faire, des propositions qui permettent un fonctionnement qui soit plus fluide, sans oublier l'objectif principal qui n'est pas l'austérité budgétaire pour les écoles, mais bien en prenant en compte le bien-être des enfants.
Alors, pour répondre à la question, qu'est-ce qui pourrait permettre d'améliorer le service public de l'éducation et de l'enseignement? Eh bien, écoutez, dans le rapport du Conseil supérieur, il y a une proposition très concrète de formation en commun entre les enseignants et les ASEM. Ça, on a auditionné les inspectrices de l'Académie de Créteil et ils nous ont fait part de formation en commun à l'initiative d'éducation nationale sur l'organisation et l'articulation du métier de chacun dans le cadre du temps scolaire et du temps périscolaire. Donc ça, c'est une mesure, on espère que le gouvernement devrait pouvoir reprendre dans la réécriture des missions. Il y a un autre aspect qui est important, dont on ne parle pas, on en parlait il y a 30 secondes, c'est la question du handicap aussi. On sait qu'il y a aussi des enfants porteurs de handicap, et on demande aux ASEM, sans formation particulière, de suppléer aux AVS, aux auxiliaires de vie scolaire, qui dépendent du département. Après une étude, parfois un parcours du combattant pour pouvoir déclarer le statut de handicap pour ces enfants. Et donc on voit bien que un troisième acteur qui est aussi précaire, contrat de 20 heures, même si le gouvernement précédent a un peu cédisé un certain nombre de ses agents, il y en a encore qui sont en emploi aidé. Et donc ces agents n'ont vocation qu'à intervenir sur le temps scolaire, même pas sur la pause méridienne pendant le temps de restauration ou sur le temps périscolaire. Et donc dans le cadre des projets éducatifs de territoire, et ça c'est la responsabilité des maires, moi je considère qu'il y a une lutte à gagner sur une intervention continue des acteurs éducatifs, donc pas de fractionnement entre le temps scolaire et le temps périscolaire, pour qu'à un moment donné, on ait des ASEM qui soient associés véritablement à l'ensemble de l'équipe éducative et qui participent à des temps de réunion, à des temps de formation en commun. D'abord sur la question des emplois aidés, parce que c'est vrai que ça a fait beaucoup de bruit pendant l'été, sur notamment tu me disais en Outre-mer avec les refus d'ouvrir les écoles. Nous on a la chance d'être une ville suffisamment importante pour ne pas avoir eu recours à ce type d'emploi du tout, et surtout pas dans les écoles. Mais j'imagine je me mets à la place de mes collègues maires dans des petites villes de province avec peu de moyens et avec les mêmes responsabilités que moi sur le temps périscolaire et l'organisation des écoles. On peut comprendre que certaines villes ou certaines communes aient fait le choix d'avoir recours à ces emplois mais bon, c'est déjà un problème à la base qu'un service public soit obligé de recourir sur des missions régaliennes à des emplois de cette nature. C'est qu'il y a un truc qui ne va pas, c'est qu'il y a un truc qui nationalement est pas possible. À Ivry, les emplois aidés, c'est beaucoup des associations d'éducation populaire qui y ont recours et qui d'ailleurs aujourd'hui se trouvent dans une situation catastrophique. Et nous, on va essayer d'organiser une réaction collective avec ces associations qui sont tombées, je dirais, dans le piège des emplois aidés, parce que ces dispositifs-là, on en a connu d'autres avant. C'est toujours, voilà, l'État va aider, machin, et après, ça devient une variable d'ajustement, ce que va être d'ailleurs la compensation de la suppression de la taxe d'habitation telle qu'elle est engagée aujourd'hui. Peut-être au début, le gouvernement nous compensera l'intégralité de ce qu'on aurait dû toucher, mais après, ça deviendra une variable d'ajustement qui fondra comme neige au soleil et qui nous obligera à réduire le service public à la population et qui fera des choux gras au privé pour développer des offres privées, pas au quotient familial, pas à tout ça. Et ça existe déjà aujourd'hui, y compris à Paris, sur la question des centres de loisirs. Il y a des centres de loisirs privés qui s'ouvrent aujourd'hui un peu partout en France et il faut avoir un peu de fric pour y inscrire ses enfants sur des activités qui sont d'ailleurs assez souvent pas de meilleure qualité que ce qu'on fait. Dernier truc, c'est sur les innovations et ce qu'on peut faire. Nous, tu parlais de l'Académie de Créteil, nous, bien avant, on avait déjà mis en place des temps partenariaux intégrés dans le temps de travail de nos agents, animateurs, ADSEM, agents de service dans les écoles, avec pour chaque école une demi-journée de formation commune avec l'éducation nationale, pris sur le temps de formation des enseignants pour travailler ensemble le projet éducatif de l'école, restituer les missions de chacun. Mais c'est une bataille permanente avec l'éducation nationale pour que on avait appelé ça stage interpartenariaux,
mais c'est une bataille pour que l'éducation nationale accepte de dégager du temps de formation des enseignants pour participer à cette mi-journée de formation. On a même connu à une autre époque où il y avait plus de moyens des stages qui duraient toute la semaine. C'est-à-dire on sortait tout le personnel d'une école, on remplaçait, l'éducation nationale mettait des remplaçants, la ville organisait le service et pendant une semaine complète, l'ensemble de l'équipe d'école allait en formation dans la ville, dans un lieu dédié aux formations et construisait ensemble en partant des compétences de chacun. Et dans toutes les écoles où on avait pu le faire, le climat s'était amélioré, le partenariat s'était amélioré, les choses étaient plus fluides et du coup la qualité du travail et le bien-être au travail, on va appeler ça comme ça, s'en ressentait de beaucoup. Mais ces dispositifs-là, pour les conduire à bien, les villes ne peuvent pas être toutes seules parce que ça, il faut des moyens et il faut vraiment que c'est pour ça que le rapport dont tu parlais est très important et qu'il faut qu'on arrive à se bagarrer ensemble pour qu'un cadre national là-dessus soit créé. Alors pour revenir sur le rapport, il y a encore des choses très concrètes dans ce rapport. Donc il y a cette formation en commun qui commence à se faire dans plein de territoires. Mais à côté de ça aussi, il y a une grande partie de dialogue qui doit se créer au sein des écoles, de temps de concertation entre les enseignants et les ASEM. Parce que souvent c'est un manque de communication. Alors, souvent les ASEM ne sont pas payés, les enseignants restent sur leur temps personnel aussi. Et c'est là qu'il faut qu'on avance pour pouvoir travailler correctement. Il faut revenir sur le facteur humain et pouvoir discuter ensemble pour le bien-être des enfants. Ça, c'est une grande partie qui permettra d'évoluer là-dedans. Et le temps qu'elles n'ont pas non plus quand elles font ensuite du périscolaire, parce que faut vous imaginer une ASEM, depuis les réformes, les X réformes, elle change de casquette plusieurs fois dans la journée. Elle arrive le matin, elle fait un accueil mairie, sous sa responsabilité, et débrouille-toi avec les enfants, fais ce que tu veux, sans aucune directive. Ensuite, c'est le temps de l'école, elle rechange de casquette, elle est en collaboration, quand tout se passe bien, avec les enseignants, sinon dans des situations très conflictuelles, sous les ordres, c'est la guerre, etc. Ensuite, c'est la cantine. Elles changent encore de casquette, elles donnent à manger aux petits, elles ont souvent juste le temps d'aller manger, elles, dans le calme, leurs 30 minutes de pause, voilà. Et ensuite, elles reviennent à l'école, la sieste, ou dans les ateliers, etc. Et certaines font encore de l'accueil le soir. Donc, ces personnels-là doivent changer dans la journée X fois de casquette. C'est terrible. Quel autre métier nous propose ça? Aucun, à mon avis. Hein. Et surtout, toujours rester patient devant les enfants, attentifs, sans jamais s'énerver. Donc elles sont dans des situations terribles. Et ça, c'est un gros problème. Et je pense que cet aspect humain, ce dialogue pourrait résoudre beaucoup de problèmes. Et ça doit être pris en compte par tout le monde. Il y a des inspecteurs de l'éducation nationale avec qui j'ai travaillé sur mon territoire qui sont conscients de ça et qui essayent de faire des réunions. Donc pourquoi ça marche à un endroit et pas à d'autres? Et c'est pour ça qu'on veut se battre, pas pour ce règlement, mais pour cette circulaire nationale, pour que tout le monde sur le territoire ait les mêmes missions, les mêmes donnes, et pas dans un territoire on peut faire ça et dans l'autre autrement. Il faut une égalité sur l'ensemble du territoire. Effectivement, s'il pouvait y avoir un temps de concertation pris sur le temps du salarié des deux parties, ça permettrait de régler plein de problèmes. Et notamment, pour permettre aussi l'égale dignité de tous les salariés devant les parents d'élèves, devant les usagers, les directeurs d'école ont la possibilité d'inviter les ATSEM au conseil d'école. Mais il faudrait qu'elles soient membres de droit au même titre que tous les salariés de l'école, parce que c'est le moment où effectivement tout ce qui relève de la pédagogie, du projet pédagogique et de la vie quotidienne de l'école est évoqué. Et donc, à ce titre, il faudrait que les collègues ATSEM puissent, que ça puisse être pris sur leur temps de travail et que ça puisse être reconnu en tant que tel. Sur la ville, effectivement, où je travaille, les collègues peuvent participer à tous les conseils d'école et tout ce temps-là, elles peuvent le récupérer plus tard.
De même que leur participation à la vie quotidienne de l'école, aux fêtes, aux événements qui ont lieu en dehors du temps de travail habituel et qui font partie du temps de travail des enseignants via les 108 heures. Elles peuvent le récupérer, ce qui leur permet d'être associées pleinement à la vie de l'école et permet d'affirmer au quotidien aux parents d'élèves que tout le monde a la même place dans l'école, enfin le même rôle, la même importance et permet de clarifier quand même bien les situations.